Bonjour à tous, je suis Léonore, je suis chef de projet événements et ressources chez Réseau Alliance. Je suis accompagnée de mes collègues Pierre-Antoine Lagarde, chef de projet RSE, et Coralie Liançon, chef de projet diversité et inclusion, donc que vous voyez logiquement, qui prendront la parole après. On va passer donc cette petite heure ensemble autour des sujets diversité et inclusion et des 6 leviers qu'on vous propose d'aborder pour améliorer votre stratégie. Alors, si vous avez été attentif de base, on avait parlé de 5 leviers. On en a rajouté un sixième, peut-être que Coralie et Pierre-Antoine vous en parleront après. Je sais que certains nous connaissent, mais je vais démarrer quand même par une brève présentation de Réseau Alliance avant de laisser la main à Pierre-Antoine. Donc, Réseau Alliance, en quelques mots, qui on est? On est le premier réseau d'entrepreneurs responsables dans les Hauts-de-France. On a été créé en 93, donc on fête cette année nos 30 ans. Vous verrez peut-être passer sur nos réseaux les temps forts qu'on a prévus et les actions qui sont prévues pour fêter ce 30e anniversaire. On est basé à Marc-en-Barœul, donc près de Lille, au sein du campus d'entreprise et cité. On est une vingtaine de collaborateurs et on rassemble une communauté d'environ 380 partenaires et adhérents donc sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France, de la TPE au grand groupe, tout secteur d'activité confondu. L'objectif du réseau, c'est d'améliorer l'impact social et environnemental des entreprises et des organisations, tout en les engageant en faveur de l'emploi local. Comment on fait concrètement? On propose à l'ensemble de notre réseau des méthodes et des outils dédiés aux différentes problématiques RSE que notre communauté rencontre. Et comment on fait tout simplement, notre méthode, c'est vraiment de connecter, mettre en relation les acteurs et de montrer que ces améliorations, elles passent par la collaboration, par la co-construction, par l'échange de bonnes pratiques et d'expériences en fait entre pairs pour une transformation vraiment efficace et durable. Et du coup, on agit sur différents axes d'expertise. Alors, vous les voyez, on en a pas mal, mais on a, on en a plusieurs, donc qu'il s'agisse de structurer et de promouvoir sa démarche RSE, de développer un modèle économique plus responsable, de réduire l'empreinte environnementale et de votre organisation, de développer la mobilité durable, mobiliser ses parties prenantes autour de ces actions, renforcer sa politique RH. Et voilà, on a tout un tas d'activités. Et pour l'ensemble de ces axes, on a différents outils d'accompagnement et plusieurs méthodes qui viennent se compléter. Donc, à la fois, j'en parlais, on a donc des actions de sensibilisation. Alors, chaque année, on organise environ une centaine de rencontres, dont les deux grandes, les deux principales que vous connaissez peut-être, donc le World Forum et les trophées de l'économie responsable, qui sont nos deux grandes actions historiques. Et on a également tout au long de l'année différentes actions, notamment sur les sujets diversité et inclusion que Coralie vous présentera peut-être. Donc, je vous le disais, accompagnement également collectif. On anime tout au long de l'année plusieurs communautés d'acteurs autour des axes d'expertise que vous voyez sur la gauche. Donc, en capitalisant encore une fois sur le retour d'expérience de nos adhérents pour favoriser vraiment la coopération entre les acteurs. Et enfin, troisième pan, accompagnement individualisé et personnalisé, où là, on intervient auprès des entreprises pour les accompagner sur une ou plusieurs problématiques ou axes donnés. Voilà, globalement, pour Réseau Alliance, j'espère avoir été suffisamment brève et concise. Pierre-Antoine, est-ce que tu as la possibilité de prendre la main pour commencer à... Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour moi. Super. Est-ce que vous m'entendez? OK, super. Du coup, je vais commencer ce webinaire. Donc, je m'appelle Pierre-Antoine Lagarde, je suis chef de projet RSE. Et du coup, on va commencer en fait ce webinaire par vous donner un peu des éléments de contexte pour resituer qu'est-ce qu'on met derrière les termes de diversité et d'inclusion. Qu'est-ce qu'on entend, parce enfin voilà, c'est des sujets qui sont assez complexes au final, et quels sont les enjeux en fait pour les entreprises de se diversifier dans leur recrutement, de faire de l'inclusion. Donc on va rappeler tout ça avant de parler vraiment des leviers, des 5 leviers. Donc je vais aussi présenter pas mal de chiffres et de données, mais vous en faites pas, vous allez avoir la présentation à l'issue du webinaire, donc c'est pas grave si vous n'arrivez pas à prendre toutes les notes dans le cadre de ce webinaire.
Donc déjà, en termes d'introduction, les sujets de diversité et d'inclusion, c'est quelque chose qui est de plus en plus prépondérant, à savoir déjà dans les débats publics, mais aussi à travers des mouvements de lutte, d'associations. Il y a eu également beaucoup de scandales qui ont fait bouger les lignes, comme Black Lives Matter par exemple, ou les scandales MeToo. Et tout ça, bah, forcément, ça a fait beaucoup émerger ces sujets de diversité et d'inclusion. Et ça a permis des prises de conscience qui ont permis d'un côté des progrès, puisqu'on a permis d'élaborer des lois pour faire progresser la justice sociale. D'un côté, il y a une meilleure reconnaissance des formes de diversité, et de l'autre, ben, on s'est mis à créer des sanctions, voire à renforcer des sanctions pénales pour voilà, punir et limiter tout ça. Mais de l'autre côté, ben, on a aussi des limites puisque les mentalités elles sont très lentes à évoluer et que ben, les formes de diversité elles restent encore très mal connues et comprises, puisque ben, ça fait référence à beaucoup de réalités très différentes avec les formes de diversité qu'on abordera. Les méconnaissances, elles continuent aussi de faire véhiculer un certain nombre de stéréotypes qui engendrent du coup des discriminations. Et on verra que le monde du travail, il n'est pas du tout neutre dans tout ça, puisque une grande part des incidents de discrimination et d'exclusion ont lieu en fait dans la vie de l'entreprise. Déjà, si on s'intéresse à savoir qu'est-ce que la diversité, ben, c'est intéressant finalement de reposer le cadre, puisque même une étude en 2022 a montré que plus d'un salarié français sur trois ne voit pas vraiment ce qu'il y a derrière le terme de diversité. Donc, pour rappeler un peu ce qu'on met derrière, bah, ça exprime en fait le fait qu'au sein d'un groupe, on trouve bah, une certaine variété de profils, et cette variété, elle vient de plein d'éléments qui définissent une personne unique. Donc c'est quasiment impossible en fait de lister tous ces traits de caractéristiques, mais ça peut concerner l'âge, le genre, l'apparence physique, l'état de santé, et bien d'autres. Donc si on avait une communauté de personnes parfaitement diversifiées, ben, normalement on devrait pouvoir voir l'expression de chacun de ces traits de manière représentative de la population, de manière proportionnelle. Si par exemple je prenais 1000 personnes au hasard dans la rue, ben, normalement je devrais avoir autant d'hommes que de femmes, avec des âges différents, avec des origines différentes, etc. Le problème, c'est que dans les faits, ben, la diversité, elle est pas toujours présente, et ce, dans des sphères très différentes, que ce soit dans les médias, dans la politique, dans les loisirs ou dans le travail. Par exemple, je vous ai donné quelques chiffres, mais en 2018, il y a seulement 35 des entreprises qui sont dirigées par des femmes. Sinon, il y a par exemple seuls 4 des maires qui étaient âgés de moins de 40 ans en 2021. Aux JO de Londres en 2012, sur les près de 10 000 athlètes présents, il y en avait seulement 23 qui étaient ouvertement LGBT+ recensés. Ou un dernier chiffre, par exemple sur le handicap, qui touche 20 de Français, ben, quand on regarde au niveau de la télévision, ben, leur part à l'écran, elle est super marginale, de 0,6 à 0,8. Donc ça vient illustrer que ben, les diversités sont vraiment, à certains moments, pas du tout présentes, et ça crée un certain nombre de problèmes, puisque si on s'intéresse aux conséquences d'un manque de diversité, bah, le premier risque, c'est d'avoir en fait une mauvaise représentation de la société, d'avoir une vision tronquée de la réalité. On peut du coup imaginer que c'est beaucoup plus difficile d'intégrer certains secteurs ou métiers où ben, la diversité sont absentes, d'intégrer un secteur où par exemple il y a très peu de femmes, où il y a très peu de personnes en situation de handicap, etc. Le second problème, c'est quand on a un groupe qui est homogène, quand on a vraiment un manque de diversité, qu'on a des gens qui ont le même genre, le même âge, la même catégorie socio-professionnelle, bah, on va avoir aussi une homogénéité de façon de penser et de prise de décision. On parle assez souvent d'une pensée de groupe. Et le problème avec ça, c'est que ben, si on prend des décisions sans prendre l'avis des formes de diversité qui sont en minorité, bah, au final, on a un vrai problème un peu démocratique. Et le dernier problème, c'est que se fermer à la diversité, ben, c'est un risque de nourrir des méconnaissances et de conduire à des dérives qui soient de plein de sortes de plein de manières différentes, d'exclusion, d'un non-respect de l'égalité des chances, de discrimination, etc. Donc, je pose une question, mais je sais que ça va être un peu compliqué pour vous de répondre, mais vous pourrez réfléchir intérieurement sur, à votre avis, quel schéma représente le mieux le principe d'inclusion. Donc, on voit 4 schémas différents. Mais je vous laisse juste une petite seconde pour réfléchir. Mais du coup,
La bonne réponse, c'est évidemment le dernier schéma. Donc pour expliquer, ce qu'on met derrière le terme d'inclusion, bah, l'idée c'est qu'il y a dans certains cas, on peut avoir plein de formes de diversité, présentes, mais ça ne veut pas dire qu'elles se sentent à leur place, qu'elles se sentent épanouies. Et du coup, l'inclusion, c'est l'idée de créer un environnement dans lequel, bah, tout le monde se sent épanoui, tout le monde se sent sur un même pied d'égalité. Et ça résulte en fait, selon pas mal d'experts, ça résulte d'un équilibre entre d'un côté l'appartenance, donc comment j'appartiens à un groupe de personnes, d'individus, d'une société, d'une entreprise, d'un pays. Donc c'est vraiment l'appartenance vis-à-vis d'autres personnes. Et de l'autre, on a ce qu'on appelle l'individuation. Donc c'est comment je suis valorisé moi-même en tant qu'individu unique, comment je vais pas cacher certains d'aspects de ma personnalité pour m'intégrer. Et du coup, ben, il y a aussi certains cas, on le voyait dans les autres schémas précédemment, il y a d'autres notions. Il y a par exemple le fait, d'intégration qui est souvent confondu avec l'inclusion. Et l'intégration, c'est l'idée qu'on va plutôt admettre des personnes exclues d'un système, mais en fait, ça sous-entend qu'elles vont devoir faire des efforts, qu'il existe des normes auxquelles il faut correspondre. Alors que dans l'inclusion, on a plutôt l'idée de transformer la société pour que, il y ait plus, les gens qui sont dans la norme et les autres, tout le monde est normal. Et à l'opposé, de ces concepts-là, bah, on va avoir, les notions d'exclusion et de ségrégation qui ont tous les 2 pour but, en fait, de diviser et de mettre à l'écart les gens qui sont pas dans un certain, standard. Faut savoir quand même que, l'exclusion, n'est pas toujours intentionnelle, puisque des fois, ça peut être la conséquence d'une mauvaise prise en compte de certaines diversités. Si, par exemple, je mets au point un service qui demande à ce qu'on ait un service, un smartphone pour pouvoir y accéder, bah, ça va du coup nécessairement exclure certaines tranches d'âge, certains milieux sociaux et cetera. Ou par exemple, avoir un site qui est pas accessible aux personnes en situation de handicap, ben, pareil. Maintenant, si on s'intéresse à, re rappeler en fait les termes de discrimination, bah, c'est vrai qu'en général, plutôt parler d'exclusion, on entend plus souvent parler de discrimination. Donc, la définition, c'est le fait de séparer un groupe humain des autres en le traitant plus mal et du coup, ça se répertorie avec, plein de mauvaises pratiques comme l'indifférence, la mise à l'écart, des insultes qui peuvent aller jusqu'à la violence. Passe pas. Ah, c'est bon. Faut savoir aussi que l'inégalité, elle est souvent aussi confondue avec la notion de discrimination. Donc les inégalités, c'est l'idée qu'on a une hiérarchie sociale pour accéder à certains biens, ressources ou services, comme le fait que certaines personnes peuvent partir en vacances et d'autres non. Certaines personnes peuvent habiter, dans une grande maison et d'autres non. Ben, ça, c'est bien des inégalités. Mais de l'autre, ben, la discrimination, ça revêt vraiment un sens juridique inscrit dans la loi française avec 25 motifs de discrimination. Ça n'a pas été, toujours 25, hein. Il y en a eu, d'abord 20, puis 22, il y en a qui sont rajoutés. Sur la droite, vous voyez, enfin, c'est peut-être un peu petit, mais vous voyez les 25 motifs de discrimination qui sont inscrits dans la loi française. Et en termes d'exemples, pour illustrer tout ça, bah, par exemple, il est légal en France de refuser de louer un appartement à quelqu'un qui n'aurait pas les revenus nécessaires. C'est bien une inégalité, mais il est vraiment interdit de refuser de le louer à quelqu'un du fait de son orientation sexuelle, par exemple. Donc là, c'est vraiment le cas d'une discrimination. Pour encore, illustrer, davantage, je vous présente une petite étude de cas avec des chiffres en fait, une étude, faite, par l'INSEE en 2017 qui s'est intéressée à tous les salaires, en France, au niveau des distinctions, hommes-femmes et ils se sont aperçus qu'à ce moment-là, en 2017, les femmes avaient un salaire en moyenne 29 inférieur à celui des hommes. Donc on est bien sur une inégalité. Mais en fait, ils ont essayé d'aller un peu plus loin dans leurs études et ils se sont rendus compte que, bah, évidemment, il y avait des facteurs liés au type de contrat et au type de secteur de métier. Par exemple, il y a un tiers des femmes qui, en 2017 occupaient un temps partiel contre un homme sur 10. Et du coup, ils se sont dit, bah, en effaçant ce facteur lié au type de contrat de travail, si on faisait un équivalent temps plein, bah là, on se rend compte que l'écart de salaire, il descendait à 17%. Et un autre fait, c'est que, bah, statistiquement, les femmes, ils se sont rendus compte qu'occuper des postes avec, moins de postes d'encadrement et travailler plus souvent dans des secteurs où les salaires sont plus bas, comme la santé. Et c'est pareil, ils se sont dit: «On va enlever ce facteur-là, le facteur de la profession exercée» et ils se sont rendus compte que l'écart de salaire est tombé à 5%. Ça signifie en fait que à type de contrat égal et à type de profession égale, ben, les femmes gagnaient en moyenne 5% de moins que les hommes
Et ça, c'est un écart que l'INSEE n'expliquait pas et qui constitue donc une discrimination. Évidemment, ces chiffres, ils soulèvent plein d'autres questions sur, par exemple, pourquoi les femmes occupent statistiquement moins de postes d'encadrement, pourquoi est-ce qu'elles ont plus souvent recours au temps partiel, etc. Donc ces questions, elles peuvent aussi, enfin, on peut y répondre à travers les notions de stéréotypes, qui expliquent en partie l'existence des discriminations. Donc pour redéfinir aussi ce qu'est un stéréotype, c'est les représentations simplifiées de personnes qui ont une même caractéristique et c'est porté sur, des aspects physiques, des traits de personnalité ou des comportements. Donc c'est des choses qu'on peut entendre, qui sont presque inscrites dans l'inconscient collectif, mais malheureusement, on peut entendre assez souvent, les femmes sont moins douées en orientation, les jeunes sont plus arrogants que leurs aînés, par exemple. Et d'un point de vue cognitif, il y a des chercheurs qui se sont demandés à savoir, à quoi ça servait d'avoir des stéréotypes et ils sont arrivés à la conclusion que ça servait à traiter l'information que le cerveau reçoit en quantité. C'est un peu comme des boîtes qui permettent de simplifier la réalité. Donc ça a pour but de mieux prédire les comportements de l'autre, d'adapter en fait nos réactions, face à l'autre et d'affronter le présent et de l'autre, ça permettrait aussi de renforcer l'estime de soi et de légitimer sa place dans un groupe, dans la société. Donc vraiment, j'appartiens à un tel groupe différent d'un autre. Évidemment, le problème, c'est qu'on retrouve le principe d'opposition qu'on a vu précédemment, eux versus nous. Donc et ça rappelle bien le principe d'exclusion, le fait de séparer et de diviser. Il y a aussi l'idée que, les stéréotypes, ils ont pas forcément, dépréciatif. Il y en a qui sont censés vouloir, renforcer un trait positif. Par exemple, les filles ont plus d'empathie, les personnes asiatiques sont plus douées en mathématiques ou en informatique. Ça, c'est quelque chose qui est pas pour le coup, à valoriser non plus parce que ça enlève pas leur caractère réducteur et en plus, ça va favoriser certains groupes au détriment des autres. Donc ça crée encore aussi d'autres inégalités. Les conséquences, en fait, des stéréotypes, c'est que, elles permettent d'ancrer les idées reçues. Donc dans ce que on venait de parler d'inconscient collectif, donc on a vraiment une stagnation des mentalités elles sont presque transmises de génération en génération. Évidemment, ça fait aussi souffrir les personnes qui les subissent, puisque, on peut avoir l'impression de devoir se conformer à un stéréotype ou au contraire justement de craindre de confirmer un stéréotype. Il y avait des études d'ailleurs qui ont montré que les personnes qui ne respectaient pas les stéréotypes, auxquels on était censé leur prêter, étaient bien moins traitées en société. Par exemple, une femme qui ferait preuve d'autorité serait moins socialement acceptée qu'un homme parce que ça serait une violation du stéréotype qui dit que les femmes sont censées être plus sensibles, plus douces, par exemple. Évidemment, ça a des vrais problèmes aussi dans les choix de vie des personnes, puisqu'on peut être découragé de pratiquer telle activité, sportive, de s'orienter vers tel choix d'études ou, d'exercer, tel type de profession. En termes d'impact, si on cherche à vraiment mesurer, qu'est-ce que ça a comme impact, social, et sanitaire, les discriminations ont déjà une incidence sur la santé, parce que c'est vécu pour les personnes comme un vrai traumatisme, un vrai stress. Donc, on s'est rendu compte que ça augmentait les risques d'avoir, certains troubles cardiovasculaires, d'hypertension, d'anxiété, de troubles du sommeil allant jusqu'à la dépression. Et le fait de vivre dans un environnement hostile, c'est vraiment un risque accru, au quotidien, de développer certains troubles physiques et mentaux. Donc en France, il y a 49 des personnes actives, qui ont, déclaré avoir été victimes de discrimination, qui ont évoqué un sentiment de fatigue, de tristesse, de déprime ou une dégradation de leur état de santé. Et évidemment, on a aussi des conséquences qui sont sociales et économiques. Donc selon l'Organisation internationale du travail, la discrimination réduit les opportunités pour les personnes, gâche les talents et ralentit le progrès économique. Elle augmente les tensions et renforce les inégalités. Pour illustrer ça, j'ai trouvé un chiffre, c'était qu'en 2015, en France, il a été estimé qu'en finir avec les discriminations sur le marché du travail pourrait rapporter jusqu'à 150 milliards d'euros, soit 6,9 du PIB à l'époque. Au niveau des discriminations au travail, déjà selon le Défenseur des droits, l'emploi, c'est le premier vecteur de discrimination, en France et selon un baromètre en 2022 et en France, il y a 54 des salariés qui disent avoir déjà été victimes de discrimination au cours de leur vie professionnelle et près des 3/4 qui déclarent avoir déjà été témoins d'au moins une forme de discrimination. Ce baromètre, il a aussi montré que les salariés et du côté des DRH étaient d'accord sur le fait que les discriminations étaient perpétrées surtout par des collègues, puis par des managers directs et ce, à 3 moments clés dans la vie de l'entreprise: pendant le recrutement,
durant l'intégration. Donc là, quand je parle d'intégration, c'est les premiers pas du salarié dans l'entreprise et à l'occasion de la promotion. Par exemple, en 2020, on a montré qu'il y a un Français sur 2 qui déclare que les discriminations lors de la recherche d'emploi sont fréquentes, voire très fréquentes. Il y a plus, d'un salarié sur 10 en 2022 qui se sent pas pleinement inclus dans son organisation et un dernier chiffre, c'est qu'en 2020, il y a eu une grande étude qui a analysé 500 000 offres, d'emploi en France et ils se sont rendus compte que 83 d'entre elles étaient porteuses d'au moins un motif de discrimination. Maintenant, si on s'intéresse à se poser, ben, c'est quoi les enjeux, de la diversité et de l'inclusion pour une entreprise? Bah, déjà, il y a un 1er fait, c'est qu'on a une attente qui est de plus en plus forte de la part des collaborateurs en entreprise. Là, on voit sur le graphique l'évolution, en fait, sur 10 ans, de l'importance accordée à l'égalité des chances pour les salariés et leur direction. Et comme on le voit déjà, sur de la part de la direction, donc en bas, en 10 ans, elle a vraiment énormément monté, mais même du côté des salariés, c'est quelque chose qui est de plus en plus, dans les attentes des salariés. Mais le problème, c'est qu'on a quand même, à côté de ça, une communication qui reste à renforcer. Parce qu'il y a une première étude qui a montré à l'international, il y a 40 des salariés qui disent qu'une politique diversité-inclusion existe dans l'organisation et qu'elle est vraiment publiée, qu'elle est vraiment affichée, clairement. Et quand on se pose la question en France, bah, ce chiffre, il descend à 28. Donc ça montre que, par rapport à nos, voisins étrangers, on n'est, pas aussi, bon sur la communication de nos enjeux, diversité-inclusion en entreprise. Un autre, chiffre pour étayer ça, c'est que 66 des salariés en France n'ont pas connaissance d'une mission, d'un service ou d'un poste consacré aux questions de diversité des chances et d'égalité des chances en entreprise. On a aussi tout un ensemble de risques. Le fait d'avoir un recrutement non inclusif, ça peut nuire à l'image de l'entreprise, mais aussi aux performances, de l'organisation. Le premier fait, c'est que les actes de discrimination sont punis par la loi. Donc, j'ai juste remis, un peu les pénalités en cas de discrimination avérée. Évidemment, un autre fait, c'est qu'on est de plus en plus dans une cancel culture où on va avoir beaucoup de mouvements sur les réseaux sociaux avec des dénonciations et des boycotts qui peuvent évidemment, énormément nuire à une réputation d'entreprise. Et le dernier fait, évidemment, c'est, qu'on a un risque de passer à côté de talents qui, seraient, vraiment bons pour l'entreprise. En termes si je voulais rappeler encore un peu de conséquences des discriminations au travail, ben ça a des vraies conséquences, sur le bien-être au travail. Par exemple, 38 des victimes de discrimination n'ont plus envie ou ont peur d'aller au travail. Il y en a presque un tiers qui déclarent avoir du mal à se concentrer, sur leur lieu de travail. Ça a conduit évidemment aussi à des conséquences qui sont définitives, puisque 30 des victimes de discrimination déclarent avoir déjà démissionné ou négocié un licenciement. Et il y avait vraiment une forme aussi d'autocensure de la part de futurs candidats qui, pour 22 des actifs, ils n'auraient pas en fait, envoyé leur candidature en raison d'un motif potentiellement stigmatisant. Et en fait, on a aussi, toute une sorte de peur qui s'est créée entre le collaborateur et son entreprise. Il y a presque un salarié sur 3 qui pense qu'il pourrait un jour être victime de discrimination dans son entreprise et 70 des gens qui ont déjà vécu une discrimination dans l'emploi pensent qu'il est probable ou certain qu'elle soit à nouveau victime d'une discrimination. Et le dernier chiffre, c'est qu'il y a 8 salariés français sur 10 qui pensent, enfin qui estiment avoir une caractéristique potentiellement stigmatisante, par exemple sur son âge, sur, son niveau d'études, par exemple. Et évidemment, bah, tout ça, ça montre qu'il y a vraiment cette perte de confiance entre le salarié et son entreprise. Donc ça montre aussi la nécessité de traquer les formes de discrimination au travail et de rétablir cette confiance. Et ce 1er enjeu de rétablir la confiance, ça s'illustre avec, une autre étude dans laquelle, en fait, on a demandé aux collaborateurs s'ils avaient une confiance en leur avenir au sein de leur entreprise et la moyenne des salariés français est de 77. C'est plutôt bien. Mais quand on a posé la même question à des salariés, qui se trouvaient dans des entreprises où il y avait une mission, où il y avait un service, où il y avait un poste en lien avec la diversité et l'égalité des chances, bah, ce chiffre, il montait à 86. Donc on voit bien à quel point, la confiance peut être améliorée grâce à ça. Et en plus de ça, enfin, il y a beaucoup d'études qui ont montré aussi que ça a amélioré le fait d'avoir une politique de diversité et d'inclusion. Ça a augmenté les performances financières de l'entreprise. Il y a eu une étude menée en 2019 par l'OIT, chez
13 000 entreprises dans le monde. Et ils se sont rendus compte que quand il y avait le simple fait d'avoir une politique diversité et inclusion dans son entreprise, ça permettait tous ces chiffres-là, donc une rentabilité, une productivité accrue, une meilleure réputation, un surcroît de créativité et enfin une plus grande aptitude à jauger l'intérêt et la demande des consommateurs. Ça se traduit aussi par le fait qu'il y a un meilleur engagement, parce que par exemple les collaborateurs qui se sentent très inclus ont 3 fois plus de chances de se sentir engagés envers leur organisation. En termes de productivité, ben, par exemple, les environnements de travail qui intègrent mieux les personnes en situation de handicap donnent des niveaux de productivité supérieurs pour l'ensemble de la main-d'œuvre. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a des effets très rayonnants, pas juste ça améliore les performances d'un public visé, mais vraiment de toute l'entreprise et de tous ses collaborateurs. Et enfin, dernier enjeu sur l'innovation. En fait, quand les individus se sentent inclus au travail, bah, en fait, ils ont davantage de confiance, ils s'entendent mieux avec leurs collègues, par exemple. Et du coup, avoir des équipes diversifiées, c'est être moins sensible à la pensée de groupe et c'est pouvoir résoudre des problèmes de façon plus rapide et de façon plus novatrice. Et enfin, dernier enjeu, c'est sur, bah, évidemment la fidélisation et le bien-être des collaborateurs, puisque, encore une fois, le simple fait d'avoir une politique diversité et d'inclusion, c'est une meilleure capacité à attirer et conserver les talents de 59 selon l'étude de l'OIT. Et il y a eu d'autres études évidemment, comme le fait que, enfin d'autres chiffres. Par exemple, s'ils devaient changer de travail demain, 77 des salariés disent que, ben, la prise en compte des enjeux d'inclusion serait un critère important de leur nouvel employeur. Et enfin, pour 57 des salariés en France, la politique diversité inclusion apparaît comme un levier vraiment, fort, enfin en faveur de la qualité de vie au travail. Et enfin, ben, avant de passer la main à Coralie, je vais juste rappeler en fait, quelques enjeux qui sont à venir. C'est que, ben, déjà on a la notion de pénurie de main-d'œuvre. Donc, par exemple, à moins d'y remédier, la pénurie de main-d'œuvre à l'échelle mondiale s'élèverait à 85,2 millions de travailleurs qualifiés d'ici 2030, ce qui pourrait entraîner une perte de revenus jusqu'à 8 500 milliards de dollars. Et le dernier fait, c'est évidemment s'adapter en fait au contexte démographique et sanitaire, puisque selon l'OMS, bah, on a aujourd'hui presque 1 milliard de personnes qui présentent une forme ou une autre de handicap, soit 15% de la population. Et c'est un chiffre qui est en train de progresser à cause notamment du vieillissement de la population. Ça augmente nécessairement le taux de personnes qui ont des déficiences physiques, sensorielles, de certaines maladies. Par exemple, là, on voit avec le graphique le vieillissement de la population française estimé jusqu'à 2070. Donc, bah, tout ça, ça traduit évidemment la difficulté de recruter des jeunes profils dans les années à venir. Et c'est ce besoin de savoir s'adapter au handicap et de pouvoir recruter des profils vraiment diversifiés. Donc, j'ai terminé pour ma présentation et je vais laisser la main à Coralie pour parler des leviers. Mais si vous voulez revenir sur certains éléments que je vous ai présentés, on pourra en parler à la fin. Merci. Merci Pierre-Antoine. Alors bonjour, donc Coralie Haussan, je suis chef de projet, diversité et inclusion. Comme on vient de le voir avec Pierre-Antoine, les chiffres sont assez parlants, concernant, les politiques de diversité et d'inclusion et du coup, c'est vraiment très important que vous puissiez, en mettre en place, dans vos entreprises. Donc c'est pour ça que nous vous proposons quelques leviers, pour enclencher une démarche d'inclusion et de diversité et de vous proposer également, des bonnes pratiques, d'entreprise sur le territoire qui sont inspirantes. Pour commencer, c'est vrai que quand on parle de diversité et d'inclusion, on pense souvent, d'abord, au sein de ses équipes, à travers, notamment, le recrutement. Mais tout ce qui est diversité et inclusion, c'est également aller vers, des personnes qui, sont par exemple, éloignées de l'emploi, en favorisant et en accompagnant, ces personnes, vers l'emploi. Et l'idée, c'est de pouvoir du coup mobiliser, vos collaborateurs, les engager sur ces questions, d'inclusion. Par exemple, du coup, nous proposons quelques pratiques. Vous pouvez notamment engager vos collaborateurs sur des programmes de mentorat ou de parrainage. L'idée, c'est que vos collaborateurs, puissent, accompagner des personnes, par exemple en recherche d'emploi, en partageant leur propre expérience et leur expertise. Chez Réseau Alliance, par exemple, on propose un programme de parrainage, qui s'appelle Squad Emploi,
qui permet comme ça d'accompagner des jeunes diplômés qui sont en recherche d'un premier emploi. Vous pouvez également, proposer à vos collaborateurs de faire du mécénat de compétences. Donc l'objectif, c'est que vos collaborateurs, puissent, proposer leurs compétences. Ça peut être par exemple, la communication, de la comptabilité, de la gestion de projet, pour aider, ponctuellement des associations, sur une demi-journée ou une journée par exemple. Mais ça peut être également de faire du mécénat financier ou, du mécénat de matériel. Et enfin, vous pouvez aussi mettre en place, des actions au sein de votre entreprise pour aller à la rencontre, des personnes les plus éloignées de l'emploi. Chez Réseau Alliance, par exemple, on organise des forums Start Avenir. Ce sont des forums de recrutement qui ont lieu, au cœur des quartiers, prioritaires pour toucher, des jeunes, décrocheurs. On a également le projet des Invisibles, qui vise, plutôt à cibler, des personnes qui sont sans emploi et qui sont hors, des radars institutionnels, par exemple, Pôle emploi et missions locales. Alors pour vous partager du coup une bonne pratique, on a notamment, Transdev, qui est une société de transport, qui avait des difficultés de recrutement, sur des postes notamment de conducteur de bus ou de mécanicien, qui a mis en place, le Car Emploi. Donc le Car Emploi, c'est un car qui va à la rencontre, qui va vers, ces publics, éloignés de l'emploi, en allant directement soit dans les quartiers prioritaires, soit, dans les campagnes sur la région Hauts-de-France. Et le but, c'est d'aller, faire la promotion de ces métiers auprès des publics et de susciter des nouvelles vocations. Et du coup, Transdev propose également de s'associer à d'autres entreprises ou à d'autres secteurs en tension qui ont des difficultés de recrutement et de les embarquer avec eux, dans le bus pour faire la promotion des métiers. Un des deuxièmes enjeux, que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise, c'est du coup avoir un recrutement responsable, pour favoriser la diversité, dans vos équipes. Donc, pour le recrutement responsable, l'idée, c'est aussi de pas forcément se baser uniquement sur un recrutement, des compétences, sur des expériences ou sur des formations, mais aussi, de laisser une place importante, aux soft skills. Ce qu'on appelle les soft skills, hein, c'est, toutes les savoir-être, tout ce que les personnes peuvent apporter de plus, pour votre entreprise. Et donc, pour ça, vous pouvez innover dans vos pratiques, de recrutement en, mettant en place, par exemple, des recrutements basés sur le sport, hein, ou, sur la culture. Où on voit en ce moment beaucoup de recrutements aussi qui sont basés, par exemple, sur des escape games, hein, qui permettent de révéler encore plus, les soft skills. On vous propose également de vous associer avec, des structures d'accompagnement, type des associations ou des structures d'insertion qui ont l'habitude de travailler avec, ces publics éloignés, qui connaissent bien le terrain et qui du coup, ont forcément, beaucoup de personnes, accompagnées donc soit des personnes seniors, soit des personnes qui sont, en situation de handicap ou des jeunes ou des personnes qui sont issues des quartiers prioritaires. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de ces entreprises et de ces associations. Et puis aussi et surtout, n'hésitez pas également à recruter dans les quartiers, prioritaires, donc les quartiers politiques de la ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que les taux de chômage, sont plus importants, dans ces quartiers. On estime qu'il est 2,6 fois plus important, que dans le reste de la France. Actuellement, en Hauts-de-France, on a un taux de chômage qui est de 9 alors qu'il est de 26 dans les quartiers prioritaires. Donc n'hésitez pas à recruter, dans ces quartiers. Et puis, surtout les recrutements en quartier prioritaire vous permettent de bénéficier d'aides, hein, comme les emplois francs, où vous pouvez bénéficier d'une aide jusqu'à 3 000 €, jusqu'à 5 000 € pardon, sur 3 ans pour un recrutement d'un CDI. Hem, Côté bonne pratique du coup, on a notamment, Boulanger Customer Care qui, a lancé, par exemple, donc le recrutement sans CV. En fait, ils avaient des problématiques de recrutement sur, des postes, dédiés à la relation client. Donc ils ont lancé sur leur site, internet un recrutement sans CV. Le but, c'était vraiment que toute personne, peu importe sa formation, ses compétences, ses expériences précédentes, puisse, candidater. Ils ont eu comme ça près de 260 candidatures.
tous ont eu une proposition de participer à une journée de job dating. Donc 70 personnes ont pu participer à cette journée et cela a permis de déboucher sur une quarantaine de recrutements dont près de la moitié étaient en situation de handicap. Une autre bonne pratique, c'est également le projet Agrocosme. Donc c'est la réunion de plusieurs entreprises sur le secteur de la cosmétique et de l'agroalimentaire sur Saint-Quentin, qui avaient du coup une problématique commune de recrutement sur certains métiers, notamment sur des postes de conducteurs de ligne. Et ils ont du coup décidé de s'associer pour créer une formation commune sur ces métiers. Donc près de 20 personnes ont été recrutées sur la base seulement des soft skills. Et du coup ont été formés à ces postes. L'idée, c'est comme ça qu'ils puissent développer leurs compétences, mais aussi leur employabilité, puisque en fonction des besoins de telle ou telle entreprise, ils peuvent tourner sur les postes de ces entreprises partenaires. Un troisième axe que vous pouvez développer également dans votre entreprise, c'est la partie sensibilisation. Puisque c'est difficile, bien sûr, de mettre en place une politique de diversité et d'inclusion si vos propres collaborateurs ne sont pas sensibilisés à ces questions. Et c'est également très important, du coup, que cette politique soit menée également par les dirigeants, mais aussi par les membres de la direction. Donc pour ça, vous pouvez mettre en place différentes sensibilisations pour interpeller vos collaborateurs sur différents préjugés, différents stéréotypes qu'on peut rencontrer sur plusieurs thématiques, notamment le handicap, l'égalité femmes-hommes, les seniors, les jeunes, etc. Et le but, c'est aussi que ce débat soit ainsi délocalisé à l'extérieur de l'entreprise et que les collaborateurs puissent, par exemple, en parler en rentrant chez eux, en famille, etc. C'est par exemple ce qu'a fait CGI Finance en mettant en place l'arbre des préjugés. Donc c'était un arbre qui était affiché près de la machine à café et l'objectif, c'est que les collaborateurs puissent coller des post-it avec différentes idées, des stéréotypes, des préjugés sur des idées assez précises, notamment sur le handicap ou sur l'égalité femmes-hommes. Et comme ça, près de 300 post-it ont été collés sur l'arbre des préjugés. Ça a permis comme ça d'inviter le débat devant la machine à café. Donc tous les collaborateurs pouvaient en parler assez librement, débattre, etc. sur ces préjugés. Et cela a amené à l'organisation au final d'une conférence qui était animée par une consultante en diversité sur ces questions. Un quatrième axe, c'est les achats responsables. Les achats responsables, c'est du coup l'achat de biens ou de services qui sont effectués près d'un fournisseur ou d'un prestataire, mais qui répond à des questions pour minimiser les impacts environnementaux, mais aussi les impacts sociétaux, en prenant en compte tout ce qui est les questions d'éthique et de droits humains. Donc pour ces achats, l'idée, c'est comme ça d'avoir une procédure d'achat responsable et de sélection des fournisseurs en vous appuyant notamment par l'insertion par l'activité économique, ce qu'on appelle l'IAE, qui permet aux personnes les plus éloignées de l'emploi, pour des raisons sociales ou des raisons professionnelles, d'avoir des contrats dans ces entreprises. Mais également, vous pouvez faire appel par exemple, à des ESAT ou à des entreprises adaptées qui, elles, font plutôt appel à des personnes en situation de handicap, qui ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire. Donc en faisant appel à ces établissements, du coup, vous répondez vraiment aux critères d'achat et de services inclusifs, en favorisant l'emploi de ces personnes vulnérables. Donc chez Réseau Alliance, on a plusieurs prestataires qui sont adhérents, auxquels vous pouvez faire appel, notamment Vitamité ou Intermed. Un exemple du coup de bonne pratique, c'est Enedis qui avait une problématique par rapport au lavage de ses vêtements image de marque. Donc c'était des vêtements de sécurité qui étaient à la base lavés par les propres collaborateurs chez eux.
Et du coup, Enedis n'avait pas forcément la main sur, la propreté ou également sur, l'état, des vêtements. Et donc, ils ont fait appel, à un ESAT, à Saint-Laurent-Blangy avec, La Vie Active, qui, du coup, s'occupait, du lavage de ces vêtements. Donc ça a permis à des personnes en situation de handicap, d'acquérir des nouvelles compétences, notamment en lavage de vêtements, en couture, en réparation des vêtements. Et puis pour Enedis, ça a permis aussi, comme ça d'avoir une sécurité et un vrai suivi, de ces vêtements de travail. Et puis ça leur a permis aussi de faire des économies, puisque c'est moins cher pour Enedis de faire appel à un ESAT, que, de payer une prime, de lavage, auprès de ses collaborateurs. Enfin, un dernier levier, très important, c'est aussi d'inclure, vos clients, dans ces questions de diversité et d'inclusion. On parle notamment, de toutes les questions, d'accessibilité, de vos points de vente ou de vos sites web. Par exemple, pour les sites web, bah, c'est, ne pas oublier que vous pouvez avoir des personnes qui sont en situation de handicap et qui peuvent avoir des difficultés, d'accès sur votre site ou des personnes, qui souffrent d'illectronisme. Donc, n'oubliez pas, par exemple, de faire appel à des sous-titrages de vidéos ou à l'utilisation, de la commande vocale pour les personnes qui sont, malentendantes, par exemple. Pour les points de vente, ça peut être, la mise en place d'heures plus calmes, comme on peut avoir dans les supermarchés, pour améliorer l'achat, des personnes, autistes, hein, avec, notamment, la baisse des lumières ou, la réduction, des sons, la réduction, par exemple, des bips à la caisse ou de la musique de fond. Ça passe également par, la mise en place de campagnes de communication qui sont plus représentatives de la diversité, notamment sur, l'âge, le poids, la couleur de peau, le sexe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement 54 en fait des consommateurs ne se sentent pas pleinement représentés dans les publicités. Et enfin, vous pouvez également proposer des biens ou des services qui sont, économiquement, plus accessibles. Par exemple, en créant, des biens ou des services, à bas coût dédiés à ces personnes qui peuvent être, socialement, ou économiquement éloignées. Ça peut être aussi, de mettre en place, des prestations suspendues ou de faire des dons, de ces fins de stock. C'est le cas notamment de Kiabi, qui a mis en place, le Petit Magasin. Donc, le Petit Magasin, c'est un magasin qui propose des vêtements, de la marque Kiabi qui sont vendus à bas coût, environ 20 à 30 de leur prix de vente et qui permettent comme ça à des familles, défavorisées, d'accéder, à des vêtements et pour leur permettre comme ça de regagner confiance en eux et de pouvoir aussi, passer, avec en toute sérénité, des entretiens, dans le cadre de leur recherche d'emploi. Pour terminer, du coup, si vous souhaitez aller plus loin, pour mettre en place, ces leviers, de diversité et d'inclusion, il y a l'AFMD, donc c'est l'Association française des managers de la diversité, qui vous propose la documentation sur son site, qui est intéressante. Mais vous pouvez également, du coup, vous tourner donc vers Réseau Alliance, hein, qui anime un réseau de près de 60 acteurs, de la diversité et d'inclusion. Et donc cette année, en 2023, il y a plusieurs grands sujets, qu'on va évoquer, qu'on va travailler, notamment sur, l'égalité femmes-hommes, sur, le handicap, également les questions, liées à l'âge, notamment, des seniors, qui est très, d'actualité avec, le recul de l'âge des retraites. On va également, évoquer les questions d'orientation sexuelle et puis, toujours, l'insertion, des personnes en quartier prioritaire. Alors, du coup, chez Réseau Alliance, on vous propose, plusieurs dispositifs, pour mettre en place concrètement une politique, de diversité et d'inclusion. Donc, comme j'en parlais tout à l'heure, on a notamment le programme de parrainage Squad Emploi. Donc, c'est un programme de parrainage qui, a pour objectif d'accompagner des jeunes diplômés en recherche d'un premier emploi. Et donc, le but, c'est de les mettre en relation avec, des professionnels, des collaborateurs. Donc vous pouvez, comme ça mettre en place ce programme de parrainage dans votre entreprise, proposer à vos collaborateurs d'accompagner des jeunes diplômés sur plusieurs mois et à travers ce programme, cela permet justement à vos collaborateurs déjà de se confronter
à la recherche d'emploi, de voir ce que c'est aujourd'hui la recherche d'emploi, mais aussi de se confronter aux nouvelles générations, puisque bah, voilà, on a encore souvent beaucoup de préjugés ou de stéréotypes sur les jeunes, et ça vous permet comme ça de voir concrètement et de revoir vos politiques de management en interne. On propose également des forums de recrutement Start Avenir, qui sont une manière de recruter inclusive au cœur des quartiers prioritaires. Donc, le but, ça va être d'aller à la rencontre de jeunes décrocheurs dans ces quartiers et de pouvoir leur proposer des solutions d'insertion et de recrutement. Donc, toute entreprise qui a des problématiques de recrutement et qui souhaite recruter inclusif peut participer à ces forums de recrutement. Donc, on en a 2 qui sont organisés sur la métropole lilloise, et le prochain est le 13 juin sur les quartiers prioritaires de Mons-en-Barœul. Autre chose, donc c'est le réseau d'échange. Le réseau d'échange, c'est une communauté qui a été créée en 2008 par Réseau Alliance et qui vise à fédérer toutes les structures associatives et institutionnelles qui œuvrent pour l'égalité des chances et l'insertion professionnelle. Le but, c'est de pouvoir échanger dans ce réseau des informations, des actualités, mais aussi des bonnes pratiques, et puis bah, de pouvoir s'orienter entre les différentes structures des personnes qui sont en recherche d'une solution d'accompagnement. Ce réseau organise du coup chaque année les lauréats de la diversité, qui visent à récompenser des bonnes actions sur le territoire des Hauts-de-France en faveur de l'inclusion et de la diversité. Donc si vous souhaitez postuler et valoriser votre action, que vous soyez une entreprise ou une structure publique ou une association, vous pouvez candidater, puisque les candidatures vont ouvrir à partir de jeudi. On organise aussi régulièrement des ateliers d'échange de bonnes pratiques chez Réseau Alliance. Donc, c'est des ateliers qui sont organisés sur des thématiques particulières, donc notamment, comme on en parlait, sur le handicap, sur l'égalité pro, sur l'orientation sexuelle, la qualité de vie au travail, etc. Donc, pour ces sujets, on fait appel toujours à l'expertise aussi de partenaires tels que la FMD ou l'Institut Pasteur, par exemple. Un autre gros projet qui est mené, porté par Réseau Alliance, c'est également Grandir. Donc, en fait, on a répondu à l'appel de la Grande Maison qui souhaitait qu'on co-organise du coup un temps fort sur le handicap. Donc, le but, c'était donc on s'est tous réunis le 2 juin 2022, et l'objectif, c'était de collaborer entre associations qui œuvrent pour l'insertion des personnes de handicap, mais aussi des entreprises et des personnes en situation de handicap, pour réfléchir ensemble sur comment favoriser l'insertion et les parcours vers l'emploi pour ces personnes. Ainsi, près de 42 idées ont émergé, et c'est 4 cycles d'ateliers qui ont été lancés fin 2022 et courant 2023. Donc, on a un cycle sur notamment comment créer un label, une communauté d'entreprises handi accueillantes. Le deuxième cycle porte sur comment accompagner les managers à être plus inclusifs. Troisième cycle, c'est comment écrire un plaidoyer pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et enfin, le dernier cycle, c'est donner les clés aux citoyens pour adopter un comportement plus inclusif. Donc, ces ateliers sont toujours en cours de travail, donc vous pouvez également les rejoindre si vous le souhaitez. Et enfin, un des derniers projets menés par Réseau Alliance, en partenariat également avec la préfecture, Execo et le MEDEF Lille Métropole, c'est sur comment rendre les invisibles visibles. Donc, comment travailler sur le recrutement de ces personnes qui sont souvent situées en dehors des radars institutionnels, qui sont pas inscrits, par exemple, au Pôle emploi, dans les missions locales, ou qu'on voit pas forcément dans les associations, les structures d'accompagnement, et qui pour autant ont besoin d'être accompagnés et aussi de décrocher un emploi. Donc à travers ce projet Impact, le but, c'est de réunir toutes les forces
du territoire pour proposer justement des solutions concrètes pour pouvoir capter, sourcer et recruter ces personnes dans les quartiers prioritaires. Donc, la feuille de route, le cahier des charges est actuellement en cours de rédaction. Donc si vous souhaitez, rejoindre ce projet, vous êtes également les bienvenus. Et pour terminer, on vous propose du coup, de faire un petit point agenda sur les prochaines actions diversité et inclusion, chez Réseau Alliance. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le 30 mars, donc ce jeudi, on a l'ouverture des inscriptions pour les lauréats de la diversité. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de Réseau Alliance pour consulter le dossier de candidature. Le 31 mars, donc vendredi, on va avoir également un atelier 3 sur le cycle 2 de Grandir, donc comment aller vers un management inclusif. Le 7 avril, on a une rencontre adhérents et partenaires Réseau Alliance. Donc si vous n'êtes pas adhérent, n'hésitez pas à adhérer pour pouvoir participer à cette rencontre et rencontrer du coup d'autres acteurs du territoire qui sont engagés sur notamment des questions de politique de diversité et d'inclusion. Le 11 avril, nous avons également un webinaire d'information sur les lauréats de la diversité, si vous souhaitez en savoir plus sur le dossier de candidature, sur les attentes et comment valoriser vos actions et bonnes pratiques. Le 16 mai, nous organisons un prochain webinaire sur le recrutement responsable. Donc, comment mettre en place un recrutement qui soit respectueux également de vos candidats et qui vous permette de permettre plus de diversité et d'inclusion dans vos équipes. Il y aura également le 30 mai un autre webinaire diversité et inclusion dont la thématique est encore en cours de discussion. Le 8 juin 2023, on organise la 2e édition de Grandir. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre pour échanger sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et enfin, le 13 juin, nous avons le forum de recrutement Start Avenir dans les quartiers prioritaires de Mont-Saint-Barreul. Je pense qu'il y a eu un petit décalage, Coralie. On a eu une question qui nous est parvenue. Je ne sais pas si tu as entendu le début. Pas du tout. Je pense qu'il y a Oui, merci. un petit lag. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, je vous entends. Merci. Je me posais la question, vous en avez parlé tout à l'heure de l'intérêt dans une entreprise d'avoir des postes qui sont dédiés au sujet. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur quels sont les profils, comment ça se passe dans ces entreprises, quel est un peu le quotidien de ces personnes-là et est-ce que ça existe aussi dans les petites entreprises pour nous éclairer un petit peu? Du coup, la première partie de la question, c'était de savoir la question des profils liés à la diversité et l'inclusion, c'est bien ça? Oui, profil ou en tout cas, quand aujourd'hui on n'a pas de poste dédié à ces sujets-là, mais qu'on a envie de mettre en place, une stratégie de diversité et d'inclusion, comment est-ce qu'on peut, commencer à inclure ça dans les fiches de poste de collaborateurs, et puis éventuellement évoluer vers, un ou plusieurs postes dédiés? Je pense que, au niveau de tous les profils de managers, on peut aujourd'hui, justement inclure dans les fiches de poste, les questions de recrutement inclusif, de comment on sélectionne des candidats, comment on recrute, comment on diversifie, ses canaux de diffusion, comment on se laisse pas, influencer par, certains biais, personnels qu'on peut avoir à privilégier certains candidats. Donc aujourd'hui, n'importe quel manager peut justement, avoir une partie de cette casquette de recruteur inclusif. Aujourd'hui, c'est vrai que d'avoir un poste dédié qui va justement accompagner ces profils de managers, ces profils, de gens qui recrutent beaucoup dans l'entreprise, ça permettra justement de coordonner une action commune, d'avoir le même niveau d'information pour tout le monde et justement de transformer, le métier pour que, demain on recrute inclusif, de façon nécessaire quoi, pas avec des actions one shot, mais juste que ce soit, clair et que ça suive la stratégie aussi de l'entreprise qu'elle a développée. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions, réactions, commentaires éventuellement? Non?
Il nous reste du coup à conclure tout simplement. On a bien tenu le timing. Il est 12h59. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez qu'on continue les échanges, si vous ne connaissez pas Réseau Alliance ou si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur ces sujets-là, enfin qu'on en discute en tout cas. Donc voilà, merci à tous. Bon appétit, merci d'avoir été avec nous. Et puis bonne journée à tous.